Je pense que mon père fait partie de l'inconscient collectif. Je pense qu'il est beaucoup plus qu'un acteur et même, je dirais, plus qu'un mythe. C'est un homme, ce qui est la plus belle chose. Il ne faut pas oublier qu'il est arrivé après la guerre avec un besoin immense du peuple français de jeunesse, de pureté. On avait vu tellement d'horreurs, on avait vécu tellement durement, et que cette image du mouvement en avant permanent, c'est quelqu'un qui est, on le sent et on le pense toujours en mouvement, toujours en avant. Et je pense que le peuple français avait besoin de ça, et que quelque part il s'est reconnu en cet homme. Et plus fort encore que ça, que cet homme s'est lui-même reconnu dans le peuple français. Et cette rencontre en a fait quelque chose d'absolument unique. Au moment de Fanfan à la Tulipe, nous sommes en 1951. Gérard Philippe est au sommet de sa carrière. Et Fanfan tombe à point nommé, parce que ça va être un rôle léger, un rôle dans la tradition bien française, un coq de village. Les tiens tous les deux! Ah, c'est malin. J'en fais jamais d'autres. Ça fait beaucoup de bien à ce Fanfan à la Tulipe. Et je vous dis, c'est un souffle d'air et il va devenir, à ce moment-là, encore plus la coqueluche de toute sa génération et celle qui suit sa génération. Gérard Philippe appartient à une famille bourgeoise, une famille provençale, dont on sait qu'elle est implantée dans la région de Cannes et de Grasse dès le XVe siècle, XVe ou XVIe siècle. Le père de Gérard Philippe, qui était avocat, était un bourgeois possédant un gros patrimoine immobilier. Vous en doutez bien, ce jeune garçon, comme son frère, va avoir une éducation tout à fait soignée. Nous sommes en 1939, la guerre éclate, Gérard Philippe passe son bac, et puis une fois le bac passé, se pose donc la question, comme je vous le disais, de qu'est-ce que je vais faire? En fait, son père aurait aimé qu'il soit avocat aussi. Il a même commencé des études de droit pour lui faire plaisir, en avouant à sa mère qu'il adorait, avec qui il avait des rapports très, très proches, qu'il voulait être acteur. Sa mère, qu'on appelle Minou Philippe, très jolie femme, voit une de ses amies qui est une ancienne sociétaire de la Comédie Française. Cette dame demande à la mère de Gérard Philippe, mais est-ce que votre grand-fils, dont je sais qu'il aime bien la récitation, pourrait venir nous dire un poème? Tout le monde est ébloui par la manière dont il dit ce poème. Et pourrait dire que Madame de Voyot, qui est la sociétaire de la Comédie Française retraitée, Suzanne de Voyot, dit à Madame Philippe, mais votre fils a l'étoffe d'un comédien, vous devriez le diriger dans cette situation. Et c'est comme ça que ça va commencer. C'est le moment de l'occupation. La plupart des studios français, parisiens, sont repliés sur la Côte d'Azur. Il va aller dans un cours d'art dramatique. Et donc, il va se trouver mêlé à des acteurs, des actrices comme Micheline Prel, André Roussin, des auteurs dramatiques. Et il il les fréquente, il essaie de se faire remarquer et il est tellement remarqué qu'il fait ses débuts très vite dans un petit rôle d'un quart d'heure à peu près dans une pièce d'André Roussin qui s'appelle Une grande fille toute simple. Dès l'automne 43, il est à Paris, où il va jouer dans une pièce de Jean Giraudoux au Théâtre Hébertot avec Edwige Feuillère en vedette, qui s'appelle Sodome et Gomorrhe, et voilà, et c'est parti. Il commence à tourner des petits rôles dans les films, puis on lui demande de créer la pièce d'Albert Camus, Caligula, en 1945, qui va donner le coup décisif à sa carrière. Et à partir de ce moment-là, il va devenir le numéro 1 des acteurs français jusqu'à sa mort. Il a un physique nouveau.
Et ça va être le physique que tous les garçons voudront avoir dès 1945. Hein, c'est plus le séducteur calamistré d'avant la guerre, les cheveux plaqués et tout. Lui, c'est un gars jeune, avec un charme tout à fait contemporain. C'est le début de cette extraordinaire carrière. Le rôle titre dans La Chartreuse de Parme en 1947. Première rencontre avec Christian Jacques, avec qui il va tourner Fanfan la Tulipe. Et puis, après ça, on le voit dans beaucoup de ces films noirs. Films noirs, le destin tragique, les gens qui ne peuvent pas s'en sortir, tout est noir, tout est fermé. Et ça reflète bien les préoccupations sociales de l'époque. Là, il va se passer un grand drame, c'est que nous sommes à la fin de la guerre, les règlements de compte, l'épuration sont en route, et le père de Gérard Philipe est accusé d'avoir livré des juifs, livré des communistes, et il est jugé et condamné à mort. Il ne sera pas exécuté parce qu'il va fuir. C'est d'ailleurs Gérard Philipe qui commence à être connu, à avoir des relations, qui va aider son père à passer en Espagne pour échapper à ce châtiment. Jusqu'à cette date, à peu près, on ne peut pas dire que Gérard Philipe ait eu beaucoup de préoccupations politiques. Et à peu près à cette époque, il rencontre une jeune femme qui s'appelle Nicole, qui est déjà mariée, qui est mariée avec un sinologue. Et c'est une femme très affirmée à gauche. Et à partir de ce moment, du moment où il la rencontre, elle va d'ailleurs divorcer pour l'épouser, c'est elle, Anne-Philippe, sa femme, et la mère de ses enfants, c'est elle. Mais à partir du moment où il la rencontre, on va assister à un déplacement des préoccupations de Gérard Philipe, et il va s'affirmer comme un de ses compagnons de route du Parti communiste, comme on les a appelés, puisque à partir de la fin de la guerre, le Parti communiste, le parti des fusillés, qui a beaucoup résisté, va être une des forces politiques principales dans le pays. Si on sait que son père, donc mon grand-père, a été pendant la guerre collaborateur, cet engagement très ancré à gauche a été quand même très conditionné par cette adolescence et par cette vie de jeune homme aux côtés de quelqu'un très marqué à droite. Il y a toute une frange d'intellectuels, de comédiens, parmi lesquels Yves Montand, Simone Signoret, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, qui ne sont pas absolument d'accord avec tout ce que dit le Parti communiste, mais qui, d'une manière générale, ont une sympathie pour le Parti communiste. Et Gérard Philipe va s'orienter dans ce sens-là. Avec Anne-Philippe, ils vont être un de ces couples célèbres, comme il y en a quelques-uns après la guerre, qu'on voit dans les meetings, qu'on voit dans les réunions politiques. Et ça va d'ailleurs orienter beaucoup son militantisme syndical pour les comédiens. Mon père avait, je pense, quelque chose de très important dans sa vie qui a déterminé son engagement politique, puisque c'était un acteur extrêmement engagé. S'il est resté aujourd'hui aussi mythique, je pense que c'est pas seulement à cause de l'acteur, c'est aussi parce que son engagement humain a été très important et syndical. Il a créé le syndicat français des artistes-interprètes, le SFA, qui existe encore aujourd'hui. C'est lui qui l'a créé. Ça va orienter sa carrière, parce qu'il va accepter de rentrer dans la troupe du Théâtre National Populaire. Lui qui est une immense vedette, il va accepter d'y être payé comme tout le monde, pas plus. Et au programme, il y a notamment 2 grandes créations. Le Cid de Corneille, grand classique français, qui n'a pas été joué depuis longtemps. C'est un grand rôle du répertoire, donc ça ne peut être que les vétérans qui le jouent. Et pour la première fois depuis longtemps, ça va être un jeune homme qui va jouer ce rôle de jeune homme. Et puis il va également jouer le prince de Hombourg. Il va jouer aussi le répertoire contemporain. Il va jouer des pièces de Pichette, de Jean Vauthier. Ensuite, il se mettait en congé pour 2-3 mois. Il partait tourner à Rome, au Mexique. Voilà, ça c'était sa vie. Il vient de rejoindre le TNP de Jean Viard lors du premier festival d'Avignon. Le soir après les représentations, les comédiens répètent le spectacle qu'ils vont jouer le lendemain. Gérard est très investi, il est sans doute fatigué.
Il n'y a pas beaucoup d'éclairage et la mise en scène prévoit qu'il doit d'un bond sortir de scène très rapidement dans le désespoir du personnage. Eh bien, il sort de scène et il ne se relève pas. Tout le monde s'affole, on réveille un médecin qui dit apparemment il n'a rien de cassé, mais il ne peut pas bouger. Et donc la question se pose, on annule ou on joue? Et Gérard Philipe dit tout de suite, on joue. Ça, c'est bien son caractère. Et alors, dans la journée, Jean Vilar va refaire toute la mise en scène, c'est-à-dire qu'il va jouer le rôle assis. Alors qu'il prévoyait qu'il bougeait, il va jouer le rôle assis. Et c'est le miracle de ce comédien, c'est que le soir, dans ce rôle assis, il est tellement prodigieux, avec une telle émotion, que c'est un tonnerre d'applaudissements, et ça reste un des grands souvenirs du théâtre français. Ça ne serait rien si il n'avait pas signé pour tourner Fanfan la Tulipe quelques jours plus tard. Et la question se pose très vite, est-ce qu'il va pouvoir tourner Fanfan la Tulipe, ce rôle qui demande de monter à cheval, de se battre à l'épée, de courir, de bouger, enfin une sorte de trois mousquetaires, quoi. Enfin, vraiment... et c'est pas évident, parce que le 20 août, lorsque commence le tournage, eh bien, il boite toujours, il a du mal à marcher. Alors, Christian Jacques va très astucieusement modifier son plan de tournage et on va commencer par les scènes où il est assis, où il est debout, il ne bouge pas. Très vite, lorsqu'il va se rétablir complet, il va être un véritable cascadeur professionnel. Gérard Philipe n'est jamais monté à cheval avant Fanfan la Tulipe et la moitié du film se passe à cheval. Il ne s'est jamais battu à l'épée, et vous allez voir qu'il y a des duels sans arrêt. Ben, il a un maître d'escrime, il a un maître d'équitation, et il réussit parfaitement. Si bien que son maître d'équitation dit « Il est si bon comédien que le cheval croit qu'il sait monter ». Et de même, à la fin, les deux cascadeurs, Jo Davray et Gilles Delamarre, vont le nommer cascadeur d'honneur parce que bien souvent, il a absolument tenu à faire lui-même la cascade. Notamment un passage que je signale, le passage du duel sur le toit avec Noël Roquevert, qui a vraiment été tourné à 2 mètres de hauteur sur un toit. Et il y a un moment où il roule le long du toit, il saute par terre et c'est vraiment lui qui le fait. C'est vraiment lui qui roule le long du toit. Bon, vous verrez, il y a un plan. Mais c'est lui qui est sur le toit et qui se bat à l'épée. Ce Fanfan la Tulipe, et pour Gérard Philipe, que c'était l'acteur numéro 1 du box-office, et on voulait faire de ce film un numéro 1. Je pense que pour Fanfan la Tulipe, les producteurs ont beaucoup investi dessus. C'est très beau, hein, il y a de beaux décors, de beaux costumes, ça coûtait très cher. Ben, il fallait qu'il y ait l'acteur le plus vendeur de l'époque. Et pour Gérard Philipe, surtout, c'est un retour au pays natal, puisque le film est tourné dans le pays grassois, au-dessus de Grasse, au-dessus de Cannes, là où Gérard Philipe a été enfant, et lui-même le disait, c'est une façon de retrouver des paysages qu'il a connus quand il était enfant. Donc, dans ce paysage, ils vont commencer à tourner le film. Alors, l'équipe diffuser, regarder ce qu'on appelle les rushs du film, tout ce qui avait été tourné dans la journée, et la population avait l'occasion, pouvait rentrer, c'était gratuit, et qu'à cette occasion, Gérard Philipe a retrouvé beaucoup d'amis d'enfance, et qu'il était charmant et tout, que, compte tenu du succès qu'il vient de remporter dans le CID, un journal titre « Ce Fanfan la Tulipe, c'est les grandes vacances du CID ». L'automne est arrivé, et donc, il se passe à un moment un vrai problème, c'est que la pluie arrive. La pluie arrive et la pluie ne s'arrêtait pas. Donc, il a fallu transplanter toute l'équipe, le tournage et tout, dans la région parisienne, ou alors il faisait beau à ce moment-là. Ce qui fait que toutes les scènes de la fin, c'est-à-dire les poursuites, lorsqu'on récupère Adeline, lorsqu'on voit le Fanfan la Tulipe à cheval et ses amis qui poursuivent le carrosse où Adeline a été ravie, eh bien, toutes ces scènes ont été tournées dans la région parisienne, sur un aérodrome désaffecté à les militaires qui avaient été désaffectés. Et quand vous le savez, vous regardez, vous voyez qu'effectivement, c'est très, très, très plat.
Bien écoutez, Gérard Philippe n'est pas quelqu'un de facile sur les plateaux. Et on en parlera. Christian Jacques dit que c'est un raisonneur, qui veut toujours faire autre chose que ce qu'on lui dit. Puis finalement, il se range à la vie. Il va discuter pour Fanfan la Tulipe. Il a discuté pour La Chartreuse de Parme en 1947. Il a discuté après dans tous ses autres films. C'est quelqu'un qui dit d'abord non. Christian Jacques, après, a dit que Gérard Philippe avait été un peu casse-pied, si j'ose dire. Il trouve que Fanfan la Tulipe est un petit peu trop léger. Bon, il veut un rôle léger, mais il veut quand même un rôle de raisonneur. Il voudrait que le personnage soit plus... une réflexion plus importante, ça c'est l'influence politique qui joue dedans. Il faudrait qu'on prenne en compte peut-être plus le social de l'époque, le fait de la corporation forcée des militaires dans l'armée. Enfin bon, Christian Jacques tient bon. Au début, nous n'étions pas d'accord, une fois de plus. Nous n'étions pas d'accord, tout ça a été très grinçant. Lui voyait Fanfan la Tulipe, un personnage posé, réfléchi, intellectuel. Alors j'ai dit non, Gérard, c'est pas ça. Fanfan n'est pas ça. Fanfan est un garçon spontané, c'est le prototype du français de cette époque, c'est-à-dire frondeur, irrévérencieux, blagueur, tousseur de filles, l'élève toujours prêt à embrasser. C'est ça, spontané. Et c'est à contre-cœur qu'il a démarré son personnage dans cette voie-là. Et du reste, à chaque fois, c'est devenu un gag, parce qu'à chaque fois, il me disait « Est-ce que j'ai été assez spontané ?» Oui, très bien. Mon père était extrêmement farceur. C'est quelqu'un qui passait sa vie à faire des canulars et des blagues. Les blagues les plus bêtes étaient les meilleures. Alors, est-ce que c'était sa façon de se détendre? C'est possible, mais c'est quelqu'un qui adorait rire. Merci, Adeline. Vous pensez bien que je n'ai pas manqué de profiter de l'occasion. Merci, Adeline. Et c'est librement que je reste votre prisonnier. Chut. Merci, Adeline. Vous voyez que j'ai confiance en vous, moi. Je vous livre le plus précieux de mes secrets. Merci, Adeline. Merci, Adeline. Je crois que c'est un des films que je me rappelle où l'atmosphère, on ne pouvait pas l'oublier. Parce que c'était comme un jeu. Il n'y avait pas de problème. On riait tout le temps. Je me rappelle, par exemple, on déjeunait ici près de Cannes. Et alors, à la fin du déjeuner, c'était toujours... il prenait la table, il la jetait tout à l'air avec les plats. Et c'était vraiment... on riait tout le temps. Pour ce qui concerne le rapport des comédiens pendant le tournage, les rapports sont très certainement excellents, puisque non seulement il tourne Fanfan la Tulipe, mais l'année suivante, quand Gérard Philippe tourne Les Belles de Nuit de René Clair, Gina Lollobrigida est encore au générique. Je suis sûre qu'il aurait pris la place de Laurence Olivier, que c'est pour moi le dieu dans le jeu comme acteur. Il aurait pris sa place parce qu'à part de sa spontanéité qu'il avait, il avait une force de communication, une sympathie. Je crois que toute l'équipe du film, Christian Jacques, Gérard Philippe y compris, et toute l'équipe technique, tous les comédiens, lorsqu'ils ont vu le produit fini du film, ont été enthousiasmés. Ils ont beaucoup aimé et on était sûr à ce moment-là que ça serait un succès exceptionnel. C'est vraiment le film qui lui a mis le pied à l'étrier dans tous les pays du monde, puisque au Japon, c'est un immense succès, en Chine, à Shanghai, c'est un immense succès, aux États-Unis, c'est un très gros succès, en Angleterre, en Italie, partout, Fanfan la Tulipe. Et le comédien et son rôle sont célèbres partout, on peut dire vraiment. À tel titre que c'est désormais Gérard Philippe qui fera les tournées de promotion du cinéma français et réussit à tout placer. Tout le monde se bat pour tourner avec Gérard Philippe. Il va retourner avec René Clair, Les Belles de Nuit, qui est un événement. En 1953, au moment où on le réunit avec Michèle Morgan, qui est à ce moment-là, elle, la star féminine numéro 1 au box-office français. Ensuite, c'est Le Rouge et le Noir. Il va tourner dans Le Joueur, d'après Dostoïevski, autre film en costume.
Il se mettra en congé du Théâtre national populaire pendant 3 ans, de 1954 à 57. C'est les 3 ans pendant lesquels vont naître ses 2 enfants. Il veut être près de sa famille au moment où naissent les enfants. Je crois qu'il a compris très vite, très tôt, que son équilibre était indispensable, son équilibre personnel était indispensable au bon fonctionnement de son métier. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas. Jamais on n'a entendu parler de la vie privée d'Ava Gardner ou d'Yves Montand. C'était des gens qui sacrifiaient entièrement leur vie personnelle à une carrière. Mon père a toujours voulu construire une vie. La quarantaine est encore loin, il n'a jamais que 35 ans, mais il sent bien que le cinéma est en train de bouger. Truffaut, Chabrol commencent à pointer le nez. N'aime pas Gérard Philippe, d'ailleurs, et en disent le plus... François Truffaut est Gérard Philippe. Et il en dit, il le trouve insupportable, et il le dit haut et fort. Et on est dans cette période où la nouvelle vague est en train de pilonner cette fameuse qualité française, et où beaucoup de metteurs en scène vont cesser de travailler, où beaucoup d'acteurs vont avoir beaucoup de mal à se placer dans l'avenir. Et il est fort, on peut penser se demander ce que Gérard Philippe aurait fait s'il avait vécu avec cette nouvelle vague qui maintenant tenait le haut du pavé, et cette nouvelle vague qui ne l'aimait pas. Il va quand même réussir, parce qu'il a un crédit auprès des producteurs très important, il va quand même réussir en 58 à tourner dans le film de Vadim, Les Liaisons Dangereuses, qui sera un de ses derniers grands rôles, un rôle moderne, en costume contemporain, nouvelle esthétique, nouvelle morale. Personne ne savait qu'il était malade. Et lui-même ne le savait pas d'ailleurs, puisque on a diagnostiqué un cancer primaire du foie, donc il laisse peu d'espoir, et encore moins à cette époque-là, à celui qui a le malheur de le porter. Et ma mère a décidé de se taire. Elle a fait ce choix en 2 secondes de ne pas le dire à mon père. Parce que le médecin lui avait dit, en gros, il y en a pour entre 3 semaines et 2 mois. Et vous voyez, ça durait très peu de temps. Nous étions fin octobre, il est mort le 25 novembre. Et cette mort brutale, moi je m'en souviens, nous l'avons à un moment où il n'y avait pas la télévision ou les radios d'information continue, donc c'était les journaux qui nous apprenaient les événements. Et je revois encore Boulevard Saint-Michel, cet après-midi-là, France Soir, avec des crieurs de journaux qui criaient « Gérard Philippe est mort, Gérard Philippe est mort », et les gens s'arrêtaient, mais c'était comme si on nous annonçait que le monde venait de s'arrêter de tourner. Et on se jetait sur le journal, et sur 5 colonnes à la une, il y avait « Gérard Philippe est mort ». Et c'était une émotion telle que dans la nuit qui a suivi, dans la rue de Tournon, à Saint-Germain-des-Prés, où il habitait, toute la nuit, la foule est restée dans la rue. Et son enterrement a eu lieu dans l'intimité, à Ramatuelle, mais pendant plusieurs années, des hommages tous les ans avaient lieu. Et ma mère a vécu cette agonie avec un courage, une fermeté et une douleur incommensurable, dont elle a fait un livre. Et on a encore les fiches que mon père écrivait en disant « pour moi dans 20 ans »,« le menteur de Corneille pour moi dans 20 ans »,« le misanthrope pour moi dans 30 ans ». Et il est entré dans le mythe, un peu comme aux États-Unis James Dean. Tous ces comédiens qui ont été, comment dirais-je, l'espoir de la jeunesse, qui ont comment dirais-je, incarné tout ce qu'une jeunesse voulait être, tout ce qu'elle sentait qu'elle était, et qui disparaissent prématurément, qui n'ont pas eu le temps de vieillir, qui n'ont pas eu le temps de devenir laids, chauves, qui sont restés intacts dans leur jeunesse. Marilyn Monroe, James Dean, Gérard Philippe, eh bien, à tout jamais resteront le mythe et l'incarnation d'une époque, de ce qu'était cette époque et de ce qu'elle voulait être. Il n'est pas une star, il n'est pas une vedette, il est beaucoup plus que tout ça.
une légende.